parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Doctrine de nous permettre d'organiser, de co-organiser ce webinaire autour d'un sujet qui peut paraître peut-être un peu abscon à beaucoup d'entre nous, surtout dans le contexte extrêmement délicat dans lequel nous vivons actuellement. Mais il nous a semblé que c'était un sujet extrêmement important pour le monde économique. Et je dirais que je ne crois pas que nous ayons eu tout à fait tort quand on regarde la presse d'aujourd'hui, 13 juin 2024, 2 articles dans les Échos sur ce sujet et un article très intéressant dans Actu Environnement ce matin au sujet de la SBTI, Science Based Target Initiative, qui propose de modifier les critères d'analyse des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre des entreprises pour intégrer la compensation. Alors, c'est une proposition qui fait beaucoup de bruit parce qu'elle pose un problème majeur sur lequel nous reviendrons tout au long de cette réunion, qui est que faut-il faire avec les crédits carbone et avec la compensation carbone ? Il est tout à fait clair qu'il est impossible d'atteindre nos objectifs de 2050 sans compensation, et on parle d'objectifs nets. Il est non moins tout à fait certain qu'on ne peut pas les atteindre sans faire d'abord des efforts massifs de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est d'abord la réduction et ensuite la compensation. Et qu'il ne peut pas être envisagé de faire de la compensation pour éviter de faire de la réduction. Et c'est justement le risque qu'ouvre cette brèche de la SBTI. Et donc, je voulais commencer avec cela pour vous montrer combien le sujet était d'actualité et était important à la fois pour l'économie et pour l'écologie, l'environnement. Alors, pourquoi est-ce que ce sujet est un sujet important pour les entreprises ? Il existe un système que nous connaissons bien qui s'appelle les marchés carbone ou encore les ETS, les Emissions Trading System, qui est un système qui existe depuis de longues années. Il existe aujourd'hui 36 dispositifs dans le monde qui échangent 9,9 gigatonnes de CO2, c'est-à-dire 18% des émissions, donc c'est considérable, et ça représente la bagatelle de 74 milliards de dollars en 2023. Donc c'est beaucoup d'argent qui peut aller effectivement au financement de la transition, et c'est normalement ce qui devait être le cas. Le dispositif n'est évidemment pas bloqué, pas arrêté, puisque de nouveaux ETS sont en cours de déploiement en Asie du Sud-Est, en Amérique latine. Le marché chinois existe depuis 2021, il est limité à l'énergie, et l'Inde a également un système équivalent. Ce dont nous allons parler aujourd'hui est un sujet plus vaste que celui des ETS, les ETS étant le marché organisé par les États avec les plafonds d'émissions émis par les États. En effet, nous allons parler du marché dit non réglementé, qui va le devenir du reste avec le fil du temps, qui est prévu par l'article 6 des accords de Paris. C'est des crédits carbone qui sont donc échangés sur un autre marché, sur un marché secondaire. Nous séparerons notre exposé avec mes confrères que j'ai le plaisir de vous présenter, Pauline Maurus et Sylvain Abanaka, avec lesquels nous travaillons et nous avons préparé ce webinaire. Nous aborderons 3 parties. La première, c'est les différentes catégories de crédit carbone. La seconde, c'est les raisons de s'intéresser au marché. Et la troisième, qui sera beaucoup plus juridique, que traiteront mes confrères, sur le projet de règlement communautaire fixant un cadre de certification pour l'Union européenne pour l'absorption du carbone. Alors tout d'abord, quand on dit crédit carbone, de quoi parle-t-on ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle d'abord des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, qui est un marché réglementé par les États sur la base de la directive de 2003, et on parle des crédits volontaires, qui est un marché en pleine expansion, devant atteindre entre 10 et 40 milliards d'euros d'ici 2030. Lorsque vous prenez l'avion, par exemple, on va vous dire on va compenser
le nombre de tonnes de CO2 que vous aurez émis du fait de votre avion en plantant des arbres. Ça marche ou ça ne marche pas, on peut en discuter, mais c'est de la compensation carbone avec des crédits carbone qui seront acquis sur le marché volontaire. Le projet de règlement européen distingue 3 catégories dans ce marché non réglementé. L'agrostockage de carbone, c'est les pratiques mises en œuvre dans le cadre d'une activité d'au moins 5 ans liée à la gestion des terres et des zones côtières, permettant le captage et le stockage temporaire de carbone atmosphérique biogénique dans des réservoirs de carbone biogéniques ou dans la réduction des émissions du sol. C'est les pratiques agronomiques qui vont permettre de stocker le carbone dans le sol. C'est aussi les premiers essais que nous avons, qui sont assez concluants, d'utilisation, par exemple, de renforcement des mangroves, qui permettent un stockage extrêmement efficace de carbone. C'est donc la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est le stockage de carbone dans des produits. C'est les pratiques procédant des stocks de carbone atmosphérique ou biogénique pendant au moins 35 ans dans des produits de longue durée, permettant la surveillance sur place du carbone stocké et certifié tout au long de la période. Ça peut être par exemple du bois de construction qui va stocker du carbone. Ça peut être d'autres produits qui stockent le carbone. La troisième catégorie, ce sont les techniques d'absorption permanente de carbone. C'est des pratiques qui captent des stocks de carbone atmosphérique ou biogénique pendant plusieurs siècles et de manière permanente dans des produits non combinés à une récupération assistée des hydrocarbures. C'est-à-dire que ça ne marche pas dans le cadre des hydrocarbures qui voudraient continuer l'exploitation en la compensant en quelque sorte immédiatement par du stockage. C'est une première limitation qui est quand même heureusement bienvenue. Alors, ces nouvelles technologies sont encore embryonnaires. Ce qu'il faut voir, c'est que les investissements qui sont faits sont absolument énormes sur ces techniques, notamment aux États-Unis, où il y a près de 20 milliards de dollars qui sont consacrés à des investissements sur ces nouvelles techniques. Il faut souligner des activités qui sont exclues du règlement. La déforestation évitée ou les projets dans les énergies renouvelables qui n'entraînent pas d'absorption, qui n'entraînent pas de réduction du sol et qui donc ne sont pas inclus dans le champ d'application, mais qui pourtant vont contribuer à la réduction des émissions. Donc on peut quand même se poser la question. Et puis les réductions d'émissions du bétail, fermentation entérique et gestion du fumier ne sont pas encore éligibles à la certification, mais la Commission devra réexaminer l'intégration avant le 31 juillet 2026. Le projet communautaire définit donc des unités permanentes de carbone, des unités de réduction des émissions et des unités de séquestration du carbone par stockage et dans les produits. Je le disais tout à l'heure, cela représente des investissements énormes aux États-Unis et cela repose sur une distinction entre les puits naturels et les puits technologiques. Les puits naturels, ce sont les forêts, par exemple, ce sont les sols. Les puits technologiques, c'est ce que la technologie va arriver à faire en inventant des nouvelles techniques de stockage de carbone. Ce sont donc ces procédés qui posent un problème. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la compensation pour les hydrocarbures est exclue, elle ne l'est pas pour le reste. Et puis, il faut souligner que l'Integrity Council for Carbon Market a mis en place un processus d'évaluation des émetteurs de crédit carbone et exige que les acheteurs publient leur empreinte carbone, leurs projets et leurs objectifs de net zéro, ceci de manière à exclure du marché des gens qui, en quelque sorte, auraient un comportement climaticide et essaieraient de se forger une nouvelle virginité en faisant de la compensation à bon prix. Voilà donc les différentes catégories. Alors maintenant, pourquoi une entreprise pourrait-elle s'intéresser au marché carbone?
Il y a, à mon sens, deux raisons. La première est un motif écologique qui se transforme en motif économique. Nous assistons en effet à une chute massive des puits de carbone nature. Je le rappelais tout à l'heure, mais je voudrais réinsister sur ce point. Les obligations que nous avons, à quelque niveau que ce soit, sont des obligations nettes. C'est-à-dire qu'on prend les émissions brutes et on déduit les puits de carbone au niveau national. Si, par exemple, la France a un objectif de 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau communautaire, ça va se traduire par un objectif de 40 et quelques pourcents parce qu'on va déduire nos puits de carbone. Cela signifie que moins on a de puits de carbone et plus on doit faire des efforts de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Et je développe sur l'exemple français. Nos puits de carbone étaient évalués à 31 millions de tonnes en 2021. Ils sont en réduction de près de 50% par rapport à 2010. C'est absolument énorme. 3 raisons expliquent cette baisse. La diminution de la croissance des arbres pour 10%, l'augmentation de la mortalité qui est massive, 54%, c'est la sécheresse, mais c'est aussi le développement de nouvelles pathologies pour les arbres, et c'est l'augmentation du taux de prélèvement du fait du bois énergie. Et il faut souligner que dans 2 de nos régions, le Nord et le Grand Est, les forêts sont même devenues émettrices de gaz à effet de serre, ce qui est quand même un scandale. Cette situation est d'autant plus préoccupante que pour atteindre nos objectifs, la stratégie nationale bas carbone 2 visait une augmentation de 87% de la capacité de stockage des forêts. On est à moins 50%. Donc, il y a comme un souci. Cela signifie quoi? Eh bien, ça signifie que la question de la capture de carbone devient un sujet économique parce que moins il y a de capture, plus il y a d'efforts à faire. Et donc, les scénarios de l'ADEME ont tout à fait pris en considération cette situation en intégrant dans les 4 scénarios qui sont présentés, dans le détail desquels, évidemment, je n'ai pas le temps d'entrer, chaque fois la question des puits de carbone qui sont soit gérés pour les méthodes, je dirais, les plus écologiques, les 2 premiers scénarios, par des puits naturels et un peu de CCUS, c'est-à-dire de stockage, et pour les 2 scénarios les plus industriels, si je puis dire, les plus technologiques, du stockage industriel massif et une beaucoup moins grande capacité des puits de carbone naturels. Donc, si vous voulez, cela fait tout à fait partie de la manière dont l'ADEME voit les scénarios. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est un développement accéléré des systèmes de compensation. C'est l'article 6 des accords de Paris qui prévoit ce système du marché carbone. Et s'il n'y a pas eu d'accord international sur la mise en œuvre jusqu'à présent, il y a quand même des avancées importantes, et notamment est intervenu très récemment, il y a quelques semaines, un accord sur les droits humains mettant en place un système de plainte et de recours, parce qu'évidemment, notamment dans tout ce qui est forêt primaire, mais aussi ça peut être dans les pratiques agricoles, la manière dont on se comporte à l'égard des populations locales est bien entendu essentielle. Et donc, ce problème de prise en compte des droits humains est absolument majeur. J'ajoute enfin, avant de passer la parole à mes excellents confrères, qu'un troisième point mérite l'intérêt des entreprises. C'est l'évolution au niveau communautaire du système des ETS. Donc, je reviens au marché réglementé. Il y a eu beaucoup d'évolutions au cours des derniers mois et les secteurs économiques très importants sont déjà soumis au secteur des ETS. Je pense en particulier à tout le secteur de l'énergie. Mais, point très important, désormais 2 autres secteurs essentiels de nos activités économiques, l'immobilier et le transport routier, sont soumis aux ETS, ce qui veut dire que ces entreprises vont être obligées de passer par le système d'acquisition des quotas d'émissions et l'investissement permettant
de répondre aux obligations qui sont les leurs, avec des incertitudes considérables sur le prix des quotas d'émission au niveau communautaire, parce que le fait que la demande de quotas d'émission est considérablement reculée, 15% en 2023 et de 47% depuis 2005, atteste d'une part des efforts d'investissement qui ont été faits, et donc de la réduction de la demande, mais aussi du fait que les quotas gratuits, c'est fini, la fête est terminée, on a signé la fin de la récréation, et on arrive maintenant à des enchères qui conduisent les entreprises à être beaucoup plus rigoureuses. Donc, il y a une question de prix qui est tout à fait importante. Donc, que ce soit par le biais des systèmes de compensation auxquels les entreprises peuvent avoir recours pour, dans le cadre de leur bilan carbone, je dirais, compléter les efforts qu'elles font, ou que ce soit pour les secteurs économiques qui sont soumis aux ETS, dans tous les cas de figure, la question des crédits carbone est une question extrêmement importante et qui a un impact économique et financier considérable. Je passe maintenant la parole à mes excellents confrères pour la suite. Merci. Alors, on va rentrer dans un sujet un peu plus cadré, qui est le sujet du projet de règlement qui fixe un cadre de certification pour l'Union européenne en matière d'absorption du carbone. Un petit état des lieux, un peu de contexte concret autour de ce règlement qui s'appelle le règlement CRCF, pour être plus rapide, pour Carbon Removal Certification Framework. Tout d'abord, on est dans un contexte, Madame Lepage l'a bien souligné, où on a une incitation à développer les projets d'absorption de carbone. Ça passe également par plusieurs stratégies de la Commission qui vont dans ce sens-là. On est également dans un contexte où il existe à l'heure actuelle plusieurs systèmes de certification, à la fois par des entités publiques et des entités privées. Côté public, on a par exemple en France le label bas carbone, qui est un système de certification qui est bien connu. Côté privé, on peut relever par exemple les systèmes de certification qui sont portés par la société Verra. Donc on a toutes ces initiatives, voilà, chacune avec leur méthode, chacune avec leurs critères. On a également l'article 6 de l'accord de Paris qui est toujours en cours de construction et qui met en place un marché international d'échange de crédits carbone. Et d'ailleurs, le règlement CRCF prévoit d'ici à 2026 d'intégrer les exigences supplémentaires pour que le règlement soit parfaitement compatible avec les exigences de l'article 6 de l'accord de Paris. Donc, on aura à un moment une uniformité de ces deux systèmes, ce qui est plutôt cohérent. Donc, à terme, on aura ces deux mécanismes qui s'articuleront, on l'espère, parfaitement bien. En revanche, on n'a pas de cadre uniforme à l'échelle de l'Union européenne pour une certification en matière d'absorption de carbone qui serait un système commun pour toutes les activités d'absorption, pour tous les acteurs et les parties prenantes dans ce secteur et pour tous les pays. Donc ça, à l'heure actuelle, ça n'existe pas. C'est donc l'objectif de ce règlement, c'est vraiment d'adopter un cadre de certification commun, mais qui, à ce stade, qui est volontaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un cadre volontaire? Ça signifie que tous les systèmes de certification qui existent à l'heure actuelle, en France et en Europe, vont pouvoir continuer à exister. Il pourra même y en avoir des nouveaux. Ils pourront continuer à exister ou ils pourront choisir de devenir règlement compatibles et donc d'être reconnus par ce règlement CRCF. Ils auront évidemment tout intérêt à le faire, puisqu'on peut imaginer qu'à terme, tous ces systèmes de certification vont perdre en valeur économique s'ils ne sont pas compatibles avec le nouveau règlement. En termes d'objectifs, ce règlement, l'objectif général, c'est évidemment de participer à l'atteinte du Green Deal et aux objectifs de neutralité carbone. Ça, c'est l'objectif global. Concrètement, quels sont les objectifs intermédiaires pour favoriser cette participation aux atteintes des accords de Paris? L'idée, c'est vraiment de travailler sur le greenwashing. On a un vrai sujet en matière de crédit carbone sur l'intégrité environnementale et la transparence. Il y a eu beaucoup de polémiques sur les derniers mois. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse venant remettre en cause
l'efficacité, l'efficience des projets générant des crédits carbone. Donc l'idée, c'est vraiment de renforcer cette intégrité environnementale pour lutter contre ce risque de greenwashing. Ça va directement favoriser la confiance dans tout ce système de certification et donc avoir des crédits carbone qui vont être échangés sur ce marché volontaire, qui ont vraiment qui seront de grande qualité. Ça signifie qu'ils seront le support de projets d'absorption de carbone qui vont se traduire par un réel impact positif sur le climat. Et on peut même, on y reviendra tout à l'heure, espérer des bénéfices connexes pour la biodiversité. Et enfin, corrélativement, on devrait avoir des conséquences économiques, puisque cette amélioration générale en matière de confiance et de transparence, ça va permettre de faire émerger de nouvelles opportunités économiques, de mettre tous les acteurs sur un pied d'égalité. Donc, tous les acteurs vont pouvoir évoluer dans une concurrence loyale et équitable. Voilà, tout le monde appliquera les mêmes règles du jeu. Donc, on va voir émerger probablement une réévaluation économique des crédits carbone et puis de nouvelles opportunités. Le respect des certifications validées par le règlement vont permettre peut-être d'ouvrir de nouvelles aides. Il va y avoir des passerelles entre de nouveaux mécanismes économiques qu'on va voir émerger. Bonjour à toutes et à tous. Donc, un petit point préalable sur le processus législatif. C'est toujours intéressant de voir l'historique de la construction de ce projet de règlement, qui est toujours en projet à date, mais comme on va le voir, on arrive à la fin de la procédure législative. Donc, en mars 2021, on avait déjà une mention dans un des plans d'action de la Commission européenne de cette initiative, d'un cadre de certification des absorptions en carbone. À la suite de cette initiative, on a eu en 2021 donc une résolution du Parlement européen donc qui s'est saisie et qui a demandé à la Commission d'établir ce cadre pour avoir donc finalement en 2022, en novembre 2022, la publication de la proposition de règlement par la Commission européenne. Alors, novembre 2022 à aujourd'hui, donc c'est un processus qui a été relativement rapide, on peut dire, par rapport à d'autres législations européennes récentes, notamment sur le devoir de vigilance ou autre. On a eu donc une première décision du Parlement européen en première lecture en novembre 2023, l'orientation générale du Conseil de l'Union européenne le même mois 2023, un accord en trilogue, donc un accord en trilogue en février 2024. Et une adoption de ce compromis par le Parlement européen en avril 2024, donc le mois dernier ou celui d'avant. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que les prochaines étapes, on va avoir l'adoption de ce texte, on espère l'adoption de ce texte par le Conseil de l'UE, puis une entrée en vigueur du texte, normalement 20 jours après sa publication. Donc ça, c'est pour la finalisation du règlement en lui-même. Donc, a priori, la balle est dans le camp du Conseil de l'UE et non plus du Parlement européen. Voilà. Néanmoins, il restera quand même un grand nombre d'actes délégués à publier, actes délégués qui devront être publiés par la Commission européenne. Elle a un délai de 2 ans, notamment jusqu'en 2026. On y reviendra, ces actes délégués ils vont être assez importants pour la mise en œuvre complète de ce règlement. Voici pour le processus législatif, toujours dans les mêmes propos généraux sur le champ d'application. Madame Lepage l'a très bien mentionné, donc je serai bien plus bref. On a cette question à la fois d'absorption de carbone sur le territoire européen ou de réduction des émissions des sols sur le territoire européen également. Il faut savoir que cette notion de réduction des émissions des sols a été ajoutée par le propos en trilogue en février dernier. Donc sur ces 3 grandes catégories, l'absorption permanente de carbone, notamment via les procédés de CCUS, donc de stockage de carbone atmosphérique ou DAC, ou de stockage de carbone biogénique. On a les deux. On a la question de l'agrostockage avec une durée de 5 ans. Donc ça, c'est l'agriculture qui va permettre de certifier certaines unités, et également du stockage de carbone donc dans des produits.
Et là, on a un minimum de 35 ans. Ce que l'on peut dire également, c'est qu'on a des activités qui sont exclues. Je ne vais pas y revenir puisqu'elles ont déjà été mentionnées, simplement pour souligner la question de l'exclusion, à date en tout cas, des réductions d'émissions du bétail. Voilà pour le champ d'application global vraiment de ces activités. Et on le rappelle, le projet de règlement s'applique aux absorptions ou aux réductions sur le territoire européen. S'agissant toujours des principes généraux, on est ici dans un principe avec deux conditions qui doivent être remplies. D'une part, l'activité doit satisfaire à des critères de qualité, et de deux, elle doit faire l'objet d'une vérification indépendante. S'agissant de ces critères de qualité, donc le projet de règlement présente 4 critères de qualité. Il nous donne même un petit mémo technique quality pour quantification, additionnalité, long terme et sustainability, donc durabilité. Donc on a ces 4 critères, je vais vous les présenter assez rapidement. Donc le numéro 1, l'un des plus importants, c'est la question de la quantification du volume d'absorption ou du volume de réduction carbone. On a une formule qui est intégrée au sein du projet de règlement, c'est le volume d'absorption, voire réduction, mais on a essayé de simplifier ici, donc parlons du volume d'absorption, le volume d'absorption moins les émissions de GES qui sont survenues au cours du cycle de vie de l'activité. Et ce produit-là doit être supérieur à 0. Et c'est seulement les bénéfices, donc ce qui est supérieur à 0, qui va pouvoir être quantifié. Plus précisément, on va opérer, le règlement prévoit 2 étapes. Une première étape, c'est une quantification des absorptions par rapport à un niveau de référence. Et là, c'est important de souligner cette question du niveau de référence. C'est-à-dire que seules les pratiques qui vont être au-delà de ce qu'on appelle la pratique courante, donc qui vont être ce niveau de référence, vont être certifiées. Par exemple, si l'on parle de l'absorption agricole ou autre, on va comptabiliser uniquement les volumes d'absorption au-delà de ce que pourrait être fait par une pratique courante agricole. Donc, on va mettre en avant les pratiques agricoles qui vont être assez innovantes en matière d'absorption de carbone. Donc voilà, une quantification par rapport à un niveau de référence et non pas une quantification des absorptions totales. Et ensuite, seconde étape, une déduction des émissions de GES qui sont survenues au cours du cycle de vie. Le règlement nous parle des émissions directes, c'est-à-dire l'utilisation d'engrais, de produits chimiques, de combustibles ou autres intrants, et également les émissions indirectes. Donc, c'est celle du changement d'affectation des terres, mais également, ça peut être du transport ou autre. Donc voilà, en matière de quantification, toutes les absorptions, entre guillemets, carbone ne vont pas être comptabilisées. C'est seulement celles par rapport à un niveau de référence et en déduisant les émissions de gaz à effet de serre durant l'activité. Voilà pour ce premier critère de quantification. Le second critère d'additionnalité, il est très lié à ce premier critère de quantification puisque le règlement vient nous dire qu'on a une présomption d'additionnalité dès lors qu'on a quantifié via ce niveau de référence. Et là, ça me permet de mentionner l'exception, une petite exception, c'est-à-dire que pour certaines activités, on n'aura pas de niveau de référence connu. Et en l'absence de niveau de référence connu, le règlement va permettre d'utiliser un niveau de référence spécifique à l'activité et réalisé ou déduit par l'exploitant. Dans ce cas-là, dans ce cas d'exception, alors on n'a pas de présomption d'additionnalité. J'essaie de passer à la slide suivante. On n'a pas de présomption. Voilà. On n'a pas de présomption du critère d'additionnalité et il va falloir mettre en œuvre ce qu'on appelle des tests d'additionnalité conformément à une méthode de certification. Première fois qu'on entend lors de ce webinaire le terme de méthode de certification. Il faut savoir que la méthode de certification, on en parlera juste après, c'est ultra important. Et notamment, c'est un process qui est assez similaire à celui du label bas carbone. Voilà pour les 2 premiers critères. Alors, sur le 3e critère, l'idée, c'est vraiment de s'assurer que l'activité en question qui va être certifiée au titre du règlement va stocker le carbone
dans l'idéal de manière permanente et à défaut sur une période de long terme. L'idée, c'est vraiment de lutter contre le phénomène qu'on appelle le phénomène d'inversion, c'est-à-dire le rejet volontaire ou involontaire dans l'atmosphère du carbone qui a été capté et stocké par une activité. Ça peut être des phénomènes naturels ou ça peut être des activités humaines qui viennent remettre en cause la capacité de stockage. Donc, pour lutter contre ce phénomène d'inversion, on exige des exploitants qui mettent en place des mécanismes de surveillance pour détecter tout risque d'inversion et, le cas échéant, qu'ils aient mis en place des mécanismes de responsabilité pour faire face à ces situations d'inversion. Ça peut être notamment avoir mis en réserve des capacités de stockage. L'activité qui est le plus sujet au phénomène d'inversion, c'est l'agrostockage de carbone et le stockage de carbone dans des produits. Sur les absorptions permanentes, il n'y a pas ce risque d'inversion par définition. Et donc, pour tenir compte de ce risque plus fort sur ces deux types d'activités, on va considérer qu'au-delà de la période de surveillance, mathématiquement, on va considérer que le carbone est relâché dans l'atmosphère et donc que ces unités certifiées donc une durée de validité dans le temps qui est limitée, à moins qu'à l'issue de la période de surveillance, il puisse y avoir une reconduction de la période de surveillance et que l'exploitant soit en capacité donc de s'engager sur une période complémentaire de surveillance et de responsabilité vis-à-vis du phénomène d'inversion. Ça soulève pas mal de débats, ces durées intermédiaires de stockage, dans la mesure où on considère que pour avoir un impact réel en matière de climat, il faut que le stockage de carbone soit vraiment réalisé sur des périodes assez longues. Donc ça peut poser question lorsqu'on est sur des périodes qui sont de l'ordre de quelques décennies, et donc donc il s'agira de privilégier évidemment le stockage de manière permanente, mais il faut savoir que le règlement reconnaît quand même ces possibilités de stockage à long terme, mais pas permanent. Le quatrième critère, c'est celui de la durabilité. C'est un critère qu'on retrouve souvent dans les réglementations du Green Deal. L'idée, c'est que toutes les activités ne doivent pas engendrer de préjudices importants pour certains objectifs minimums en matière de durabilité. Vous avez la liste, c'est la liste qui va de A à F qui est affichée dans le PowerPoint. Donc, il faut s'assurer un minimum d'exigence vis-à-vis de ces objectifs. Par exemple, ça signifie, si on veut un exemple très concret, que les monocultures forestières, ça permettrait de capter du carbone, mais en termes de biodiversité, c'est dévastateur. Donc, ça ne permettra pas d'être reconnu en termes de certification au titre du règlement CRCF. Donc, il y a la partie exigence minimale, mais le règlement va plus loin et va inciter à aller vers des bénéfices qu'on appelle les bénéfices connexes, c'est-à-dire avoir un système de solution gagnant-gagnant à la fois pour le carbone et à la fois pour les objectifs de durabilité. Et les unités carbone qui vont avoir ces bénéfices connexes auront en principe une valeur économique supérieure. On revient sur la question de la méthode de certification. Donc là, on a vu la première condition pour être certifié, c'est vraiment l'activité doit remplir ces 4 critères de qualité, les 4 critères quality prévus par le règlement européen. Le deuxième point, la deuxième condition qu'on avait vue, c'était l'existence d'une vérification indépendante. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'on va se positionner maintenant. Cette vérification indépendante, elle suit un process établi par le règlement, qui est assez spécifique, mais qui finalement reprend, est parfois assez similaire au label bas carbone. Donc, ceux qui connaissent le label bas carbone pourraient peut-être un peu, vont comprendre en tout cas peut-être un peu plus facilement. Ce qu'il se passe, c'est que des méthodes de certification vont être adoptées, vont être créées. Alors, ces méthodes, selon le règlement, elles vont être créées et adoptées par la Commission européenne, qui va s'aider d'experts, etc. Mais c'est la Commission européenne qui va créer ces méthodes et non pas juste qui va approuver des méthodes faites par le secteur privé. En tout cas, ce n'est pas ce qui est prévu à date. Donc, une méthode de certification pour une activité, par exemple, sur l'agriculture, sur l'agrostockage.
on va avoir une ou plusieurs méthodes de certification qui vont être adoptées par la Commission européenne. Donc, ces méthodes de certification, elles vont devoir préciser tout un tas de règles qu'on vous a listées ici, hein, mais que je ne vais pas reprendre chacune d'entre elles, sinon ça sera un peu long. Mais on a vraiment donc la règle de calcul pour le niveau de référence, évidemment le type d'activité et de procédé, les exigences minimales dont on vient de parler, etc., etc. Cette méthode, elle doit garantir plusieurs grands principes. Hein. Elle doit être robuste, elle doit être transparente, elle doit encore encourager la protection et la restauration de la biodiversité. Par exemple, également, elle doit tenir compte de la compétitivité des agriculteurs ou sylviculteurs. Voilà, donc on a cette méthode de certification qui vont être adoptées sur la base de ces méthodes de certification. Un exploitant va pouvoir développer son activité conformément à cette méthode de certification. Comment va se dérouler ensuite le processus de certification de la demande par l'exploitant jusqu'à la délivrance d'unités certifiées d'absorption carbone ou de réduction des émissions des sols. On va avoir deux notions, celle de système de certification et celle d'organisme de certification. Sur le système de certification, c'est un système doté d'une méthodologie qui doit être reconnue par la commission. À un titre d'exemple, on veut faire le parallèle aujourd'hui avec le VCS de Verra, qui pourrait être un système de certification une fois reconnu par la commission. Pour le moment, c'est simplement un cadre volontaire de certification de crédit carbone. Et il faudrait qu'il soit reconnu par la commission. Mais voilà, c'est un peu ça. C'est cette méthodologie-là dont on parle quand on parle de système de certification. La demande de reconnaissance, lorsque c'est un système public, elle doit être notifiée à la commission par l'État membre. Donc, le label bas carbone, la demande sera faite par la France. Ou s'il s'agit d'un système de certification privé, Verra, le VCS, eh bien, ça sera notifié par le représentant légal du système en question. Donc, voilà ce qu'est ce système de certification dont mentionne le règlement. Ensuite, concrètement, comment est-ce que ça se déroule? L'exploitant ou alors le groupement d'exploitants va soumettre une demande à un système de certification conformément à une méthode de certification. Une fois la demande acceptée, l'exploitant va soumettre tout un tas de preuves. Ça va être le plan d'activité avec le respect des critères de qualité, le montant, le volume des absorptions nettes ou des réductions nettes des émissions des sols, etc., avec un plan de surveillance, évidemment. Ce faisant, l'organisme de certification, va effectuer un audit de certification. Alors, l'organisme de certification, ce n'est pas nécessairement le système de certification. L'organisme de certification, ils vont être désignés par le COFRAC éventuellement en France ou alors par une autorité nationale compétente. Donc, on va avoir un organisme indépendant qui va être l'organisme de certification qui va venir réaliser un audit de l'activité. Sur la base de cet audit, établir un rapport d'audit et, le cas échéant, un certificat de conformité. Voilà, donc ça c'est pour la demande initiale. On vous mettra une chronologie, donc un schéma à la fin pour plus de clarté. Donc on a cette demande initiale faite à un système de certification. Ensuite, la réalisation d'un audit par l'organisme de certification. Le cas échéant, la délivrance d'un certificat de conformité. Ensuite, un audit de renouvellement et, sur la base de cet audit de renouvellement, mais Pauline y reviendra, la délivrance, enfin, d'unités de certification. Et pour terminer, puisque finalement tous ces systèmes présentés par Sylvain, c'est assez proche du fonctionnement à l'heure actuelle, si ce n'est qu'il va falloir faire valider les systèmes de certification pour leur compatibilité avec le règlement CRCF. Là, ce qu'on vient rajouter, ça c'est une véritable nouveauté, c'est un registre à l'échelle de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on va avoir un registre qui va
qui va contenir pour chaque activité et pour chaque unité certifiée tout un tas d'informations qui vont participer à ce qu'on a vu tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire à apporter vraiment de la transparence et de la confiance dans les crédits carbone en matière d'absorption. On a beaucoup parlé du greenwashing, c'est-à-dire des crédits carbone qui étaient associés à des projets qui n'avaient pas un réel impact sur le climat. Il y a un autre sujet qui fait beaucoup de polémique sur les projets de crédit carbone, c'est celui du double comptage. C'est-à-dire que le projet en lui-même peut être un projet intéressant qui va vraiment avoir un impact sur le carbone assez intéressant, mais il va faire l'objet de fraude et de double comptage, volontaire ou involontaire d'ailleurs, ça peut être parfois involontaire, c'est-à-dire qu'un même projet va être compté 2 fois. Il va y avoir deux entités qui vont se prévaloir des absorptions carbone portées par ces unités. Donc, grâce à ce registre à l'échelle de l'Union européenne, on va avoir une véritable centralisation et une transparence de toutes les activités et de toutes les unités certifiées. Ce qui signifie que dès qu'il y aura le moindre doute, la Commission va pouvoir engager des enquêtes et, le cas échéant, supprimer tout ou partie des unités qui auraient été certifiées en doublon. Donc ça, c'est vraiment une avancée énorme en matière de transparence et de confiance dans les crédits carbone qui vont circuler en matière d'absorption et qui seront compatibles avec le règlement CRCF. Voilà ce que nous voulions vous présenter. C'est quelque chose qui peut paraître à certains peut-être encore extrêmement lointain, mais je ne doute pas que dans les mois qui viennent, ce sujet des marchés carbone, des crédits carbone, qui ont une valeur qui peut être très variable, hein. On peut aller de crédits qui valent quelques euros à 40, 50, 60 euros la tonne sur ce marché dérivé. Donc, je pense que les entreprises vont s'y intéresser de plus en plus. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a une question. Alors, je n'arrive pas à lire. Là. Comment une forêt peut devenir émettrice de carbone? L'exploitation forestière, point d'interrogation. Je ne sais, honnêtement, je ne suis pas un spécialiste de la forêt, mais quand vous faites qu'il y a plus de coupes, plus de morts, qu'il n'y a de nouveaux arbres plantés, je pense qu'on peut arriver à une situation négative. Oui, notamment dans les considérants du règlement, ils sont intéressants à lire, hein. Ils font état de phénomènes de dégradation de la gestion des sols, parce que le sol stocke du carbone depuis des millénaires, et la dégradation du sol peut conduire à émettre du carbone qui était stocké depuis des années. Et donc, le sol devient, j'imagine que pour la forêt, ça peut être la même chose, devient émettrice nette de carbone. En tout cas, il y a 2 régions de France qui sont devenues, qui sont des grandes régions forestières, hein, le Grand Est et le Nord, qui sont devenues émettrices. Donc, c'est extrêmement préoccupant et tout le secteur de la forêt s'en préoccupe évidemment de manière considérable. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Écoutez, merci pour votre attention. Si des questions vous venaient, écoutez, nous sommes à votre disposition via Internet pour y répondre. Merci à Doctrine de... on a une dernière question. On a une dernière question. Allons-y. Savez-vous si parallèlement à ces unités certifiées au niveau européen, des unités vérifiées pourront perdurer? C'est je débute la réponse, puis peut-être vous la complétez. Le marché qui se monte là, le système, il est européen. Donc, ce qui se passe dans le reste du monde, à mon sens, n'est pas concerné par le marché européen. Alors, ensuite, sur ce qui est européen, les acteurs, à mon sens, s'ils veulent utiliser des certificats qui ont une certaine valeur, il faudra bien qu'ils passent par le système communautaire, parce que le risque, c'est de la dévalorisation des autres unités, c'est-à-dire qu'elles ne valent pas grand-chose le jour où il faudra les revendre sur le marché. Donc, je pense qu'il y a un risque financier qui est tout à fait considérable. C'est pas interdit. Je pense pas que ce sera interdit. Effectivement, c'est pas interdit. Mais ça vaudra rien du tout. Ça vaudra plus grand-chose. Voilà, merci à Doctrine de nous avoir accueillis et à très bientôt, j'espère, pour un nouveau webinaire. Au revoir. Au revoir.